d'abord, il fallait se poser la question, quelle est la preuve historique de l'existence de la violette? La plupart des gens ne savent pas que le sieur de la violette apparaît dans un seul document, puis je le mentionne dans le film, c'est le catalogue des trépassés. Donc, ce texte-là est tout à fait extraordinaire parce qu'il nous donne beaucoup d'informations, dont le nom de la violette. On a une écriture qui est assez particulière, hein, qui est très ampoulée, qui est très régulière aussi. Là. On voit que ça n'a pas été écrit sur le bout d'une chaloupe ou dans un canot ou quelconque, que ça a été écrit probablement dans un bureau parce que, bon, c'est assez régulier. Et cette écriture-là, on va la retrouver également dans les 2 actes où on va retrouver le nom de Monsieur de la Violette. Il ne faut pas perdre ça de vue, là. On ne dit pas sieur de la Violette. Jamais il a été sieur de la Violette. On a toujours parlé de la Violette en parlant de Monsieur de la Violette. Donc, c'est une invention du 19e siècle, là, sieur de la Violette. Donc, c'est sûr que ça peut être le diminutif de Monsieur, on pourrait dire ça, mais normalement, à chaque fois qu'il a été nommé dans les archives, ça a toujours été sous le nom de Monsieur de la Violette. Donc, dans un acte qui va dater du mois d'avril, il me semble, 1635, et un autre qui va dater du 17 avril 1636. D'ailleurs, c'est cette date-là que les livres d'histoire vont retenir pour dire que le sieur de la Violette, ou Monsieur de la Violette, devrais-je dire, a quitté Trois-Rivières. Et ils vont sûrement écrire 17 avril 1636, mais on n'en a aucune idée quand est-ce qu'il a quitté Trois-Rivières. On ne sait même pas s'il a vraiment existé, en tout cas dans ma tête, à moi, j'ai un doute. Alors, on retrouve ici aussi Monsieur de la Violette. Donc, on voit que c'est 3 actes, ou une introduction et 2 actes, tous de la même écriture. La question qu'on doit se poser, c'est qui a écrit ce nom? Tout bon historien devrait se poser la question. Il devrait dire, je vais me fier à un document, mais il faut tout bien que je sache de qui ce document provient, puis comment peut-il en témoigner? Alors, comme on l'a mentionné, on s'est posé la question, est-ce que c'est l'écriture du père Paul le Jeune? Donc, on a retrouvé les documents du père Paul le Jeune, les originaux sont durs à trouver. Il a fallu que je m'adresse directement à Rome pour en avoir quelques-uns. Donc, on voit que la signature de Paul le Jeune ne correspond pas tout à fait au type d'écriture qu'on retrouve dans le catalogue. Mais la plupart des historiens que vous allez retrouver qui vont parler du catalogue vont dire que c'est de la main du père le Jeune. Ce n'est pas le cas. Donc, une autre signature du père Paul le Jeune pour comparer, puis on voit bien que ce n'est pas la même écriture. Bon, certains ont dit, bon, bien dans ce cas-là, c'est son ami de toujours, le père Jacques Buteux, qui l'accompagne presque toujours dans ses voyages. Là, ici, à gauche, on a un extrait du catalogue des trépassés, et à droite, on a un document de la main du père Jacques Buteux, qu'on considère comme le fondateur de Cap-de-la-Madeleine, d'ailleurs, en 1651. On voit que ce n'est pas tout à fait la même main d'écriture. D'ailleurs, cette comparaison-là a été faite et confirmée par Yvon Martin, archiviste paléographe. Bon, bien, on s'est dit, c'est peut-être le père Jean Brébeuf. Alors, encore un extrait du catalogue qu'on a comparé avec un extrait de la main du père Brébeuf, encore là, confirmé par Yvon Martin, ce n'est pas le même auteur. Donc, quelles sont les particularités du catalogue? Comme je l'ai mentionné, de 1635 à 1638, tous les actes sont inscrits par le même auteur, par la même main, mais on ne sait pas qui les a écrits. Donc, ce qu'on peut penser, c'est que ces actes-là ont été ramassés tranquillement sur des petits bouts de papier, collationnés, puis à un moment donné, transcrits dans un registre au propre. C'est peut-être ça. Sauf que, quand on compare les relations des Jésuites qui sont publiées au fur et à mesure qu'il y a des voyages de retour qui se font entre la France et la Nouvelle-France, bien, on se rend compte que la plupart des baptêmes qu'on va trouver à Trois-Rivières sont déjà inscrits dans les relations des Jésuites, parce que les Jésuites aimaient ça, d'écrire les baptêmes qu'ils faisaient. Eux autres, c'était un peu leur... comment je dirais ça? C'est leur pain puis leur beurre un peu, parce que dans le fond, plus ils vont faire de convertis, hein, plus ils vont convertir d'Amérindiens, plus ils vont persuader les gens d'investir dans leur mission en Nouvelle-France. Donc, la relation sert entre autres à ça. Donc, l'introduction au catalogue, c'est quoi? C'est un récit unique
Est-ce que c'est la clé de l'énigme, vraiment? Est-ce qu'on a là, avec l'introduction au catalogue des trépassés, la clé de l'énigme sur la violette? Ou, au contraire, est-ce que le nom de la violette en cache un autre? Et ça, on peut se poser la question aussi. Est-ce que Théodore Bochart a été camouflé par le nom de Sieur de la Violette? Mais savez-vous quoi? J'ai trouvé une troisième hypothèse. Mais là, Pierre ne veut pas que j'en parle. Parce que Pierre, il m'a dit, Yannick, tu ne brûles pas toutes les punches du film. Fait que je vais la garder pour moi pour l'instant. Donc, en 2013, j'ai fait une découverte fortuite. Quelque chose qui n'avait jamais été vu ou constaté par les généalogistes et les historiens. J'ai trouvé que le registre de Trois-Rivières était écrit de la même main que celui de Québec. Eureka! C'est sûr qu'à Québec, eux autres, ils savent qui est-ce qui a transcrit leur registre quand il a brûlé. Ils savent, c'est sûr, ils ont consigné ça quelque part. Et Québec, pas Trois-Rivières, là, c'était une habitation, c'est la capitale. Mais non. J'ai consulté les historiens qui s'intéressent beaucoup au répertoire. J'ai consulté un certain nombre de personnes du côté de Québec aussi pour savoir si eux savaient qui avait rédigé, mais ils ne s'étaient jamais posé la question, d'une part. Qui est-ce qui avait reconstitué de mémoire le registre du côté de Québec? Fait que je n'avais pas plus la solution pour Trois-Rivières. Donc, on se retrouve avec deux registres plutôt qu'un dont on ne connaît pas l'auteur. Mais écoutez, ça, c'est sûr que ça motive, hein, la recherche. Là, j'invite les gens qui font de la généalogie puis de l'histoire là, à essayer de remettre la main là-dessus, là, l'auteur. Là. Je vous invite à le faire parce que j'ai comparé avec beaucoup de jésuites jusqu'à maintenant, puis je n'ai jamais trouvé lequel. Donc, puis là, ce soir, je vais vous faire la preuve quand même de ce que j'avance, que les deux registres, celui de Québec et de Trois-Rivières, sont de la même main d'écriture, et là, on s'amuse. Là, c'est plaisant, ça, c'est le bout plaisant. Donc, pour l'année 1634, vous voyez la même main d'écriture pour le registre de Québec. On va y aller rondement. Oups, j'en ai passé un. 1636, 1637. Vous voyez la courbe particulière du 3 qui va presque rejoindre le 7. Ça ne prend pas baptisa, le mot baptisa. On voit bien là, que c'est la même main. Là. On a vraiment une main similaire. Hop! Puis la particularité, comment écrire Champlain, regardez ça, le C, qui est typique. Ce n'est pas un C sorti de nulle part, là. Il y a de l'art là-dedans. Là. Québec. J'en ai d'autres. Le mois d'avril avec un A qui penche un peu vers la gauche. Le mot catalogue qu'on retrouve du côté de Québec comme on retrouve du côté de Trois-Rivières. Le mot juillet, évidemment, qui sont J typiques. C'est L qui ressemble à un M. La compagnie de Jésus. Ah, il y a une petite différence, vous allez me dire. Ben oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il est moins évident, celui-là. Ah! La compagnie de Jésus tout au long, on voit le J, hein? Le J, le de, qui n'est pas écrit au complet, qui est d'une forme de L. Compagnie de Jésus, vous voyez? Alors, si on compare un peu la Violette et Théodore Bochart. Bon, l'existence de M. de la Violette nous est révélée par quoi? Par un seul et unique document, qui s'appelle le Registre catalogue des trépassés. Écrit par un seul et unique individu, un individu dont on ignore l'identité, ayant probablement rédigé le catalogue après 1638, en partie grâce aux informations des relations, en tout cas les baptêmes correspondent, qui ne mentionnent jamais la Violette. Il faut savoir que les relations, c'est vraiment le journal, la source d'information privilégiée pour cette époque-là. Et en 1638, la Violette aurait déjà quitté la Nouvelle-France depuis déjà 2 ans. Donc,
Est-ce qu'il y a eu une déformation dans le nom? Est-ce que le frère ou le père ou la sœur qui a transcrit les actes ou qui a fait l'introduction était dur d'oreille? C'est ce qu'on possède pour la Violette. Et on se base depuis 150 ans pour dire que c'est lui le fondateur de Trois-Rivières. Pendant ce temps, qu'est-ce qui arrive avec Théodore Bochart? Dans les relations des Jésuites, il est identifié comme le général de la flotte de la Compagnie de la Nouvelle-France, donc un poste d'autorité, un meneur d'hommes, quelqu'un qui est capable de tenir l'ordre dans une place, de gérer les vivres aussi. C'est très important. Théodore Bochart, la commission de Théodore Bochart est signée par le cardinal de Richelieu. Et ça, c'est particulier. Et on va apprendre depuis 2009 que ce Théodore Bochart-là, effectivement, puis on le dit dans le film, qui est parent avec le cardinal de Richelieu. Il y a plusieurs personnes qui ont mis ça en doute, mais j'ai plusieurs documents pour le démontrer aujourd'hui. Théodore Bochart, il est dans les voyages de Champlain. On le mentionne allègrement. Il y a toujours eu des rôles décisionnels et d'autorité auprès des Autochtones, mais aussi des autres colons. Il va faire un petit peu la justice, hein? Souvent, il va souvent être aux Trois-Rivières pour la traite et pour la diplomatie ou à titre de parrain de jeunes Amérindiennes. Il apparaît aussi dans le catalogue des trépassés, lui. Il est dans le registre de baptême de sépulture de Trois-Rivières, comme parrain. Là, vous allez me dire, bien, Yannick, tu dis qu'il est protestant, comment ça se fait qu'il a été parrain d'un... À l'époque, ça, il fallait qu'il agisse comme un catholique. Les Jésuites étaient très au courant qu'il était protestant. Et quand il va quitter Trois-Rivières, les Amérindiens vont lui faire un cadeau. Pourquoi? Parce que c'était le gars qui était là, qui était en place, qui commandait, qui gérait. Donc, quand il va quitter de façon définitive au mois d'août 1636, on lui offre une jeune Amérindienne, mais on sait que Théodore Bochart va se virer de bord puis il va offrir la jeune Amérindienne pour être éduquée parmi les religieuses. Donc, il ne faut pas se faire d'idées, là. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Hein? C'est quoi la suite des choses? Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on a tourné le film en 2008, on n'avait pas en tête de faire un deuxième film ou un deuxième livre, nous autres. Là. Mais moi, c'est resté dans ma tête, puis j'ai travaillé là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai revu Pierre, qui a bien voulu accepter de me reparler après tout ce temps. Puis là, puis à ce moment-là, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, j'ai un livre, ça table, tout ça, je veux faire ça. Puis il a dit, je pense que j'embarquerais pour un film. On devrait faire un autre documentaire. Et là, le prochain documentaire, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est encore en train d'attacher les ficelles de tout ça. Moi et Pierre, bien, on est à la recherche d'un diffuseur pour le film et d'un éditeur pour le livre. Évidemment, on fait de la recherche de financement auprès de commanditaires privés. On a quelques approches déjà de fait. On va continuer à les faire. À l'automne 2016, on va probablement se lancer en campagne de sociofinancement. C'est quoi ça, le sociofinancement? C'est d'aller chercher des fonds, des petits fonds auprès des gens que ça peut intéresser. Ça peut être à coût de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 $, 100, 1000. De mon côté, et du côté de Pierre aussi, je vais me lancer dans la rédaction de l'ouvrage. Donc, de février à juillet 2017, je serai en rédaction. Je mets ma carrière sur pause pour le faire. Et on terminera le tournage du côté du Québec et de la France. Donc, on va terminer ça probablement du côté de la France et de l'Espagne également, parce que Théodore Bochart va devenir un capitaine de vaisseau dans la marine du roi. Il va vivre de grandes batailles navales extraordinaires, et ça, j'ai la documentation, les preuves pour en témoigner. Donc, on espère et on souhaite, puis on s'engage à ce que le film ou la série web ou ce qui en découlera, le document audiovisuel, soit lancé à l'automne 2017. Donc, c'est le plan de travail pour les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois.